Syrie fait toujours la une de l'actualité internationale et régionale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé le cessez-le-feu en Syrie dans le cadre, bien sûr, du plan proposé par Kofi Annan. Le gouvernement syrien dit accepter le plan d'Annan et dit entamer en fait le retrait des troupes de villes, mais il y a quand même des pays qui cherchent à faire avorter le plan d'Annan. C'est surtout l'avis en fait du représentant permanent de la Syrie auprès de l'ONU. Qu'est-ce que vous en pensez? Que le plan Annan a un défaut particulier, c'est que il suppose un arrêt des combats des deux côtés en même temps. Or, s'il est très facile de discuter avec l'État syrien, qui a une hiérarchie, des représentants, qui peut donc prendre des engagements, il est par contre impossible aujourd'hui de discuter avec ceux que l'on appelle les rebelles de l'armée syrienne libre, parce qu'en fait, personne ne sait qui sont ces gens-là et qui sont leurs officiers, leurs commandants. Donc, pour la presse occidentale, on dit qu'il s'agit d'anciens déserteurs de l'armée nationale syrienne, mais pour tous ceux qui vont au contact, on constate que il y a certes des Syriens dans cette armée prétendument syrienne et prétendument libre, mais on voit très bien que les gens qui tiennent le commandement ne sont certainement pas syriens, et que le Conseil national syrien, l'autorité politique qui est soutenue par les Occidentaux, n'a finalement aucun moyen de contrôler, d'ordonner, de faire quelque chose avec cette armée syrienne libre, même s'il y a un bureau de liaison a été créé entre les deux instances. Donc de ce fait, la situation actuelle, c'est que M. Annan a fait une proposition aux deux camps, il y a l'État syrien qui l'a accepté, et sous une réserve précise d'ailleurs, en précisant qu'il était prêt au cessez-le-feu immédiat, à la condition que ce cessez-le-feu ne soit pas utilisé pour ramener des armes à nouveau dans le pays ou pour regrouper des combattants à un lieu précis dans le pays. Bon. Et du côté rebelle, disons, eh bien, il n'y a aucun engagement d'aucune sorte, et même une déclaration, non pas au nom du Conseil national syrien, mais des principaux responsables du Conseil national syrien pour dire qu'ils ne veulent pas de ce plan. De ce message, les médias occidentaux en fait prétendent que l'armée syrienne s'est retirée des villes, mais en fait les unités de l'armée se sont retranchées dans la banlieue. Est-ce que vous le confirmez? Je vous confirme que les casernes se trouvent dans les banlieues. Donc ils se sont repliés dans leurs casernes. Toujours à propos en fait de la Syrie, vous savez, la France a joué un rôle prépondérant pour obtenir une intervention militaire en Libye. Et, ce pays a mis également tout dans la balance pour appliquer le même scénario en Syrie, mais heurté au double veto de la Russie et de la Chine. Paris n'a pas réussi en fait à réaliser cet objectif, et s'agissant de ce plan d'Annan, le ministre français des Affaires étrangères, M. Juppé, se dit pessimiste. Écoutez, si nous prenons un peu de recul et que nous regardons ce qui s'est passé dans cette région au cours des dernières années, les choses sont quand même assez claires. Il y avait un projet de remodelage du Grand Moyen-Orient. On devait attaquer des pays les uns après les autres et les démembrer en petits États pour que ce soit plus facile à contrôler comme région sans avoir à déployer de très grandes troupes. Donc en 2006, ce projet s'est fracassé sur la résistance libanaise face à l'État d'Israël. Et puis, nous avons assisté après à la défaite des États-Unis en Irak, où ils avaient construit des bases qui devaient leur servir pour 99 ans, et où finalement, ils ont été obligés de retirer
tout leur personnel militaire en 2011. Et puis maintenant, nous voyons que la tentative de relancer la machine de guerre en Syrie, avec une guerre d'abord de basse intensité pendant une année dans le pays qui devait déboucher sur une intervention de l'OTAN, nous voyons qu'il n'y a pas d'intervention de l'OTAN pour une simple et bonne raison. Premièrement, les Syriens ont réussi à conserver le contrôle de leur territoire. Deuxièmement, les Russes ont déployé ici, avec les Iraniens d'ailleurs, un système de défense antiaérien extrêmement performant, le plus performant du monde, et comme l'a déclaré le chef d'état-major des États-Unis, les États-Unis et Israël ont perdu la domination aérienne dont ils disposaient dans cette région. Bon. Donc, il n'est plus question de faire la guerre ici, et les Occidentaux sont de fait obligés de prendre acte de cette situation et d'abandonner leur projet belliqueux. Alors maintenant, dans ce contexte, la France s'est engagée d'une manière totalement aveugle pour défendre les intérêts des États-Unis et d'Israël et pas pour défendre ses propres intérêts. Elle a soutenu la guerre en Libye et elle était le fer de lance pour une intervention internationale en Syrie. Dans quelques jours, il y aura un changement de président en France et de gouvernement. Donc, l'actuel gouvernement continue ses déclarations martiales et belliqueuses, en sachant très bien qu'il n'aura pas à en assumer les conséquences, que dans un mois, il sera parti. Et dans un mois, nous verrons un nouveau gouvernement qui sera forcé de réajuster la politique française. Et un dernier mot sur le rôle particulier de M. Alain Juppé, donc un ancien gaulliste qui est passé maintenant du côté des néoconservateurs. Eh bien, on a une vision très claire de la manière dont il a utilisé ses fonctions de ministre des Affaires étrangères en observant son engagement mardi dernier dans le premier congrès des Amis d'Israël. Ce congrès a eu lieu de où, monsieur Messin? Ça se tenait au Palais de la Mutualité à Paris, mardi 3, et monsieur Juppé était l'invité d'honneur de ce congrès, où il a tenu des propos pour le moins excessifs par rapport à un danger musulman dont l'affaire Mohamed Merah serait l'illustration en France, et sur la nécessité de défendre l'État d'Israël, qui, je vous le rappelle, occupe le plateau du Golan d'une manière totalement illégale au regard du droit international et condamné par de nombreuses résolutions des Nations Unies. Autrement dit, vous voulez dire qu'il s'agit d'un ancien gaulliste qui est actuellement au service de la politique d'Israël? Totalement au service de la politique des États-Unis et d'Israël. Et dans l'affaire syrienne, j'insiste sur cet aspect. Il se trouve que l'État d'Israël occupe une partie de la Syrie, donc ça n'est pas neutre du tout. Kofi Annan est attendu également à Téhéran pour parler avec les autorités iraniennes, à en croire en fait de son porte-parole. Quelle est d'après vous l'importance de ce déplacement à Téhéran de Kofi Annan? Bien, Monsieur Annan a une analyse très précise de ce qui se passe dans cette région, et il vient à Téhéran après avoir été à Moscou et à Beijing, et donc il considère que désormais les grandes puissances qui comptent dans cette région, c'est la Russie, la Chine et l'Iran, et il n'a pas éprouvé le besoin de se rendre à Washington.